Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes dernières lectures. Donc dans ce que je vais vous présenter, il y aura une lecture qui est hors challenge et après ce sera toutes les lectures qui font partie du Pumpkin Autumn Challenge. Vous pouvez voir ma sélection là ou là, je sais pas où ça se met. Mais voilà, j'ai fait une vidéo où j'ai présenté tous les livres que je voulais lire et donc là je vais vous faire un update de certains livres. On va commencer avec le livre qui ne fait pas partie du challenge et que j'ai lu bien avant. Il s'agit de Illuminae, le tome 1, donc le dossier Alexander, c'est de Amy Kaufman et Jay Christophe dans les éditions Casterman. Alors ça, j'en ai entendu parler. De toute façon, moi je suis influencée par tout ce que je vois et tout ce que j'entends. Donc je l'avais acheté et une de mes amies m'avait fortement conseillé, à la limite de menacer de le lire, donc j'ai décidé de le lire. Alors c'est très particulier, c'est une mise en scène assez originale puisqu'en fait il s'agit à travers tout un dossier. Donc vous avez par exemple là un mail, vous avez des interviews, vous avez des rapports de laboratoire, vous avez des conversations internet, un journal intime, enfin il y a plein de supports différents et en fait vous allez comprendre l'histoire avec ces supports. Ce livre-ci, comme le titre l'indique, c'est un dossier. C'est comme si vous alliez chercher une pochette avec plein d'informations, plein de rapports, de machin. C'est pareil, c'est très particulier et les premières pages ont été assez dures parce que j'aimais pas trop le format, je me sentais pas à l'aise, j'avais plein d'interrogations, les personnages, ben, on les connaissait pas trop, on savait pas trop à quoi ils ressemblaient et tout. Donc ouais, j'étais pas trop à l'aise et puis en fait au fil de la lecture j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille, ça change des livres normaux, si je puis dire comme ça, où il y a des descriptions, où ça se passe voilà tout par écrit. Là c'est vraiment, ça change en fait et c'est assez cool de lire des livres comme ça. On voit qu'une histoire peut être racontée d'une manière différente et en plus là j'ai trouvé que bah voilà, à travers les rapports, les vidéos de surveillance décrites, enfin il y a plein de supports, on comprend très bien l'histoire, on comprend ce qui se passe, on n'a pas d'interrogation à la fin du livre sur ce qui vient de se passer. Bien sûr on a des interrogations sur ce qui va se passer, mais voilà, toutes les zones d'ombre ont été éclairées à travers les différents supports, donc super bien. Moi je lui mets un 10 sur 10, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur non plus parce que l'histoire était pas non plus énorme, les personnages j'ai pas trop réussi à m'attacher mais je l'ai lu très rapidement. Donc maintenant on va passer aux lectures que je vous ai présentées il y a 2 semaines pour le challenge. La toute première lecture que j'ai faite c'est L'Estrange Malaventure de Mirella de Flore Vesco. Donc c'est dans les éditions L'École des Loisirs, donc la collection Medium. Alors nous sommes au Moyen-Âge. Mirella est une jeune femme qui est au bas de l'échelle sociale de son village. C'est-à-dire que son village a une certaine hiérarchie entre le roi du village et ses habitants. Et en fait, elle est en dessous. Elle est autant basse parce qu'elle est orpheline et que les orphelins sont mal considérée. En plus de ça, elle fait partie des personnes qui ramènent l'eau au village parce que le roi a fait toute une organisation où chaque quartier du village doit être muni d'assez d'eau pour vivre et donc il y a tous les orphelins, les enfants perdus, etc. qui vont faire ce job là une fois qu'ils auront un certain âge. Donc elle, Mirella, ça fait bien longtemps qu'elle fait ce travail. On voit dès les premières pages que elle n'est pas aimée, qu'elle le sait et qu'en plus de ça les gens profitent d'elle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à plusieurs reprises elle a failli se faire violer parce que les gens voulaient juste s'amuser avec elle. Et dans son village, il va y avoir une certaine catastrophe, c'est-à-dire que, eh bien, il y aura une invasion de rats. Mais une très grosse invasion de rats. On va pas le voir tout de suite, mais ça va arriver très rapidement. De toute façon, c'est dans le résumé. D'ailleurs, Mirella, elle a 15 ans, donc elle est assez jeune quand même, mais bon, pour le Moyen-Âge, l'espérance de vie, je crois qu'ils avaient dit 30-40 ans, donc elle a la moitié de sa vie. Et donc, il y aura cette invasion
de rats qui va faire que les habitants vont s'inquiéter, les habitants vont comploter, ils vont se monter la tête. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir si vous voulez découvrir. C'était super intéressant. Dans le résumé de la 4e couverture, ils nous du coup résument cette histoire de rats. Et ils disent: oubliez ces sornettes, la véritable histoire est bien pire. Et c'est grâce à Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin compris. Donc on comprend dès le résumé que l'histoire va pas être si simple que ça va être beaucoup plus compliqué, et c'est le cas. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé le personnage de Mirella. On voit une certaine évolution tout au long du livre, on apprend à la connaître, elle apprend à se connaître également tout au long du livre, donc c'était vraiment un personnage attachant et que j'ai aimé suivre. C'est vrai qu'il y avait le langage qui changeait un peu parce que l'auteur, enfin l'autrice en l'occurrence, a voulu bien mettre son lexique avec l'époque, donc le Moyen-Âge, donc il y avait certaines phrases, elles étaient un peu wouh, j'étais là en mode d'accord, mais c'était pas difficile à comprendre, hein, c'était encore très simple, je pense qu'elle est restée sur les bases du langage du Moyen-Âge. Pour tous ceux qui aiment les histoires du Moyen-Âge, je vous conseille, il y a de très belles descriptions, on voit que ce qui se passe c'est vraiment en adéquation avec le Moyen-Âge, il n'y a pas voilà, quelque chose qui sort du commun, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu les 3 premiers tomes de Créatures Fantastiques, donc par Kaziya dans les éditions Komiku. J'ai acheté le 4e tome que vous avez sûrement dû voir dans mon haul de la semaine dernière. Et donc là, alors je vais vous résumer que le premier tome pour éviter de vous spoiler les autres. Donc Créatures Fantastiques, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ziska, qui travaille avec son maître Nico. Nico c'est un vétérinaire et Ziska c'est une jeune fille qui connaît la magie par sa famille. Seulement on est dans une ère où la science prend de plus en plus de place et du coup la magie s'efface petit à petit. Sauf qu'avec cette magie il y a les créatures fantastiques. Créatures fantastiques qui ne peuvent pas être vues par tout le monde puisque tout le monde ne croit plus en la magie. Sauf que Ziska et son maître Nico croient encore à la magie, voient encore ces créatures fantastiques et vont venir en aide à ces créatures fantastiques. Donc c'était super intéressant. Ces 3 mangas, ce sont des petites histoires sur différentes créatures fantastiques, mais vous avez quand même une ligne conductrice, notamment concentrée sur le personnage de Ziska. Ziska, elle a vraiment une connaissance incroyable en la magie, notamment grâce à ses ancêtres, donc sa mère, sa grand-mère et encore avant, donc ils se transmettent en fait un livre pour pouvoir essayer de pratiquer la magie. Ziska, elle pratique la magie sur les créatures fantastiques pour les soigner, alors que par exemple Nico, le vétérinaire, lui va essayer d'être plus terre à terre et d'utiliser plutôt la science. Il n'y a pas de confrontation entre les deux, mais c'est bien d'avoir 2 points de vue différents qui ne s'opposent pas non plus. Donc voilà, c'était une très belle aventure. J'ai acheté le tome 4 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les créatures fantastiques sont toutes mignonnes. L'histoire c'est sans prise de tête, rapide à lire, donc c'était super. Je voulais vous présenter Zombie Zarbi, le tome 2, Rien ne va plus, de Marie Palvenko et Carole Trébor dans les éditions Flammarion Jeunesse. Donc ça je l'avais mis grâce à sa couverture un petit peu Halloween. C'est vrai que je voulais peut-être plus le lire au niveau d'Halloween, mais voilà, ça s'est lu avant, donc ce n'est point grave. Pour éviter de vous spoiler, j'essaierai de marcher sur des œufs. Mais c'est un petit garçon romain qui va découvrir que dans son cimetière il y a les morts qui se réveillent. Romain, il habite dans un village où il y a 2 cimetières, un cimetière très propre, très bien entretenu, et un cimetière un petit peu à l'abandon. Il va découvrir dans ce cimetière à l'abandon que les morts reviennent à la vie tout le temps, mais que voilà, ils préfèrent sortir la nuit parce que ils aiment pas trop le soleil et qu'ils veulent pas embêter les autres et être connus et voilà, à subir des expériences, etc. Romain, lui, va se rendre compte que du coup ils sont vivants et que en fait c'est le lieu qui fait que si tu es enterré
à cet endroit-là, eh bien tu reviendras à la vie. Donc il se fait des amis avec ces zombies, le problème étant que son père, qui est le maire, veut détruire ce cimetière. Et voilà, là vous comprenez qu'il y aura une petite guerre entre le fils et le père, sauf que le fils, il ne peut pas dire qu'il veut garder ce cimetière pour les morts vivants, alors que son père, lui, ne comprend absolument pas pourquoi il veut le garder. Donc voilà, il y a beaucoup de non-dits et c'est assez particulier. Romain, il essaye vraiment de marcher sur des œufs pour essayer de faire comprendre la situation. Et donc là, on se retrouve dans ce tome-ci où eh bien, son père a engagé une personne pour tout détruire et pour faire construire, je ne sais plus si c'était des immeubles ou quoi, mais pour faire construire quelque chose, un supermarché peut-être. Un supermarché ou des immeubles. Et donc cette personne là, elle va se rendre compte très rapidement qu'il y a du mouvement dans le cimetière. Et du coup ils vont surveiller le cimetière, le problème étant que les morts vivants du coup ne peuvent plus sortir et ils vont faire appel à Romain pour essayer de faire bouger les choses. À côté de ça, il y aura aussi l'histoire de Romain, lui, en tant que personne, parce que eh bien du coup il se sauve la nuit et sa mère apprend ça, découvre ça, donc elle essaye de l'enfermer, elle essaye de comprendre, elle essaye d'enquêter de son côté pour savoir ce que Romain lui fait de ses nuits. Et donc voilà, on a une double histoire qui se rapproche quand même. C'était très bien, c'était très rapide à lire, tout mignon, vous avez quelques illustrations parfois. C'est une histoire, voilà, très douce, très bien pour les enfants. Ce qui est bien dans le livre, c'est que les zombies, en fait, ils ont une conscience et qu'on apprend à les connaître, qu'ils ont une histoire, donc on essaye de s'attacher quand même à eux, ce qui n'arrive pas forcément dès qu'on parle de zombies. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cette histoire, elle était toute simple, toute mignonne et très rapide à lire. J'ai le tome 3, je vais lire le tome 3, donc il n'y a pas de problème. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une bande dessinée et c'est La Bête est morte donc de Calvo dans les éditions Gallimard. Je vous l'avais présenté également pendant le challenge, je ne l'avais pas en main, maintenant je l'ai, elle est juste immense. Et donc La Bête est morte, c'est tout simplement, comme on peut le voir sur la couverture, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme et notamment Hitler. Donc il faut savoir avant tout que c'est une bande dessinée / un album qui est destiné à la jeunesse. Donc déjà ça, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un petit peu bizarre d'avoir un loup avec, qui fait le signe nazi avec des symboles nazis sur une couverture de bande dessinée pour jeunesse. Mais donc cette bande dessinée elle est sortie en 1944-45, donc juste après la fin de la guerre. Et elle a été rééditée du coup dans ce format-ci par Gallimard il n'y a pas très longtemps. Et en fait on commence l'histoire avec un grand-père lapin qui raconte du coup son histoire à ses petits-enfants. L'histoire donc de cette guerre. Chaque personnage, en fait chaque pays va être caractérisé par un animal. Donc là la France ce sera des lapins, l'Allemagne ce sera des loups, donc on voit déjà l'opposition entre les loups et les lapins. Ensuite les Anglais ce sera des bulldogs. Ensuite il y a les Américains, c'est des bisons. Donc voilà, c'était quand même voilà, des grosses caricatures des caractères de chaque pays qui sont mis en animaux en fait. C'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale racontée d'un point de vue français. Et ça c'est très important parce qu'on voit à certains moments qu'il y a une certaine propagande de certains héros français. Moi j'ai énormément aimé cette bande dessinée, je l'ai trouvée très éducatrice, je l'ai trouvée très choquante parce qu'il y a quand même des endroits où il y a quand même des lapins qui meurent pendus et c'est destiné à la jeunesse, rappelons-le. Mais les illustrations sont juste dingues. Alors c'est une bande dessinée assez particulière parce que là vous n'avez pas par exemple de bulles, c'est que des encadrés comme ça avec tout le texte. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une bande dessinée / un album parce que voilà, ça a les deux caractéristiques. C'est très beau. Pour ceux et celles qui aiment du coup cette Seconde Guerre mondiale, qui aiment se renseigner, je pense que ça peut être un album que vous pouvez lire parce que
on voit la vision des Français à la fin de la guerre, on voit la vision des Français tout au long de la guerre. Donc vraiment on voit que les Allemands c'était vraiment les gros méchants, qu'ils étaient sans pitié, qu'ils n'avaient pas de cœur, etc. Alors que ils étaient juste dirigés par un con et par des cons, et voilà. Il nous fait vraiment un tableau de l'Allemagne assez cru et assez dur. Donc encore une fois, je vous le dis, c'est le point de vue d'un Français après la guerre. Aujourd'hui on raconterait pas l'histoire de la même manière, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant, parce que nous on l'a appris à travers nos cours d'histoire et que c'est pas forcément les mêmes éléments. En tout cas dans cette BD j'ai trop aimé les illustrations, j'ai trop aimé comment c'était raconté, j'ai trop aimé la caractérisation d'animaux par rapport au pays, j'ai bien aimé que ce soit voilà, un grand-père qui raconte à ses petits-enfants. On voit que Calvo a essayé de mettre une pointe de jeunesse en mettant des animaux, et que au final l'histoire est pas forcément acceptée dans la jeunesse. En tout cas au jour d'aujourd'hui ça n'apparaîtrait pas dans la jeunesse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, bye.